heureux de vous retrouver sur le plateau télé du CMGF, le Grand Congrès de la médecine générale, ce samedi 25 mars 2023, avec Cyril Bey, le président du comité scientifique. Bonjour. Bonjour. Et avec Laetitia Gimnès, vous êtes médecin généraliste à Toulouse. Alors, c'était très original parce que vous avez mis au point, je crois que c'est la première fois, Cyril Bey, vous avez mis au point une série de controverses. Et ces controverses, au moins sur deux sujets d'actualité, mais vraiment d'actualité, la retraite vous concernant et vous, Laetitia Gimnès, sur les violences. Alors, on va peut-être commencer d'abord par vous. Sur les violences, qu'est-ce que vous vouliez d'abord dire à vos confrères et consoeurs journalistes? Et il y avait donc une personne, vous en l'occurrence, qui disiez, je crois, oui, dans notre exercice médical, nous pouvons être violents. Et puis vous aviez un contradicteur, c'est comme ça que ça s'est passé? Je vais revenir un peu rapidement sur le déroulé. Donc oui, l'objet de la session portait sur les violences médicales. On n'a pas abordé tous les types de violences qui sont un sujet d'actualité assez peu abordé dans la littérature. On en entend surtout parler par les violences hospitalières ou gynéco-obstétricales et assez peu dans nos pratiques de soins ambulatoires. Donc l'idée de la session controverse, je reviendrai, c'était qu'il y ait quelqu'un qui argumente, en tout cas qui expose des éléments, des données de nos pratiques et à la fois de la littérature sur ce qui nous amène à être violents et à contrario ce qui justement pourrait nous protéger de cette violence et ne pas nous en faire prendre conscience. Donc on a argumenté sur deux parties, puis après laisser le débat se faire dans la salle. Alors vous, votre thèse et l'antithèse. Donc en quelques mots. Voilà, ma thèse, en tout cas celle que j'ai défendue dans mon rôle, qui était un rôle que j'ai pris pour cette session, était d'annoncer, enfin de présenter comment cette violence est présente dans mon quotidien, comment je peux être violente sans intentionnalité la plupart du temps envers les personnes que j'ai en face, donc à savoir des patients mais aussi parfois des étudiants. C'est une violence qu'on sait présente dès le début de nos études médicales de par l'exposition à différents facteurs, des violences sexistes, de par le rapport au corps, à la nudité, à la maladie, à l'annonce d'un diagnostic grave, péjoratif. Donc quelque chose de l'ordre. Aussi, tout simplement, l'accueil. L'accueil des patients, oui, tout à fait. Quand on n'est pas en forme. Voilà, l'accueil des patients qui, de toute façon, quand on est dans du relationnel avec les patients, peut nous exposer aussi en fonction de notre humeur. Donc, on peut arriver aussi dans des formes effectivement, d'émotions qui peuvent nous amener parfois être violents sans forcément s'en rendre compte. Et cette éducation médicale qui ancre quand même d'une certaine manière des comportements violents qu'on va peut-être être amené à reproduire sans intentionnalité, sans forcément s'en rendre compte. Et ça arrive au moment de notre exercice et au quotidien avec nos patients par différentes manières. La violence intrinsèque, du fait qu'on soit porteur de mauvaises nouvelles aussi, ça fait partie de notre quotidien. C'est pas que ça, mais c'est aussi notre rôle dans le passage de l'état de santé à l'état de maladie. Mais également sur des éléments d'environnement, que ce soit, on l'a dit, la fatigue, la pression démographique qui peut nous exposer à une certaine forme d'irritabilité, d'agacement, parfois de perte de patience avec certains patients, ou intrinsèques aux patients eux-mêmes, des barrières de la langue, le handicap, qui parfois nous demandent aussi de s'adapter et dans des contextes sont plus ou moins évidents et finalement peuvent nous amener à tenir ou des propos ou des attitudes parfois violentes. Et alors, que disait votre contradicteur qui faisait l'exercice et qui lui disait finalement non, on peut se corriger en travaillant sur soi, j'imagine. Alors la répartition des rôles était forcément assez fine. Donc mon contradicteur disait que lui n'était pas violent parce qu'il avait mis en place, il avait identifié cette violence, il l'acceptait comme quelque chose étant présent dans la société, dans la nature humaine et en fait il avait fait cet effort d'acceptation et surtout il avait mis en place plein de choses dans sa formation, la communication non-violence, les groupes de pairs, les groupes de pratique qui du coup le protégeaient de cette violence en plus d'être attentif à son bien-être personnel parce que donc, le rôle que jouait mon collègue était de dire je fais du sport, je mange bien, je pratique la méditation, la sophrologie, je m'informe, je me forme et du coup je ne peux pas avoir ce comportement violent. Est-ce que vous vous êtes intéressé à cette controverse parce que quand même il y a un constat qu'être médecin aujourd'hui c'est faire face à des difficultés plus importantes, peut-être, encore qu'il ne fallait pas embellir le passé nécessairement, qu'avant c'était peut-être moins exigeant, qu'aujourd'hui c'est peut-être plus dur. C'est un discours qui revient, c'est toujours mieux avant, ça je pense que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Alors moi je suis plutôt encore jeune médecin installé. Vous ne voulez pas dire
que moi je fais des commentaires de vieux. Non, j'ai pas dit ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Ne soyez pas violente Vieux avec ou moi, pas. ne soyez pas Exactement. Voilà, comme quoi je pourrais l'être sans forcément intentionnalité. Oui, c'est un sujet qui est vraiment prégnant. Alors on a tendance à en parler beaucoup plus du côté des violences faites aux femmes. Donc c'est effectivement une porte d'entrée. C'est pas du tout celle qu'on a appris aujourd'hui, même si c'est un sujet qui est très important pour nous. Mais les violences médicales, on en parle peu et surtout, c'est ce que je disais en propos introductif, on a assez peu de données sur l'ambulatoire. Donc là, on a étayé de chiffres hospitaliers plutôt gynéco-obstétricaux et surtout de données de sociologie ou d'anthropologie, puisque mon collègue qui était mon contradicteur est en plus sociologue. Donc ça a permis aussi d'enrichir ce discours-là. Et la violence est effectivement présente, elle est présente à tout niveau, elle fait partie du quotidien et on n'en est pas plus exempt de par le fait qu'on soit soignant, parce que nous avons aussi une casquette qui peut nous exposer à ce genre de comportement. Merci. Alors, en termes d'actualité, la retraite, Cyril Bègue, ça c'était un vrai sujet de journaliste. Donc là, vous vous dites, est-ce que la retraite, enfin, quelle était la question c'est pas facile à trouver déjà comme question parce que on voulait. C'était est-ce que l'âge de départ à la retraite est une question médicale. Du coup, moi, j'ai fait le oui, c'est une question médicale, et tout de suite, j'ai enlevé cette question économique, parce que, en gros, il y a deux questions. Il y a, on dit l'espérance de vie s'allonge, et donc on pourrait travailler plus, et puis il faut parce qu'il y a plus de retraités que d'actifs. Nous, on n'est pas là pour donner un point de vue économique ou politique, mais un point de vue médical en tant que soignant. Et moi, donc, qui avait ce positionnement pour. J'ai pris l'exemple en fait d'un patient de 60 ans qui travaille dans l'agroalimentaire, qui a un travail pénible, parce que même si les conditions de travail se sont améliorées ces 10, 15, 20 dernières années, pour autant, il reste encore des pénibilités importantes pour une partie de la population. Et du coup, nous, on constate dans notre quotidien des patients qui cumulent des troubles musculo-squelettiques en fin de carrière, et parfois ça les conduit à ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et dans ces cas-là, en fait, soit on jongle avec les arrêts de travail, ou alors on va essayer d'avoir une invalidité, mais une invalidité c'est quand même une perte de revenus, même si c'est quelque chose de protecteur, c'est quand même une perte de revenus ou du chômage. Et donc dans tous ces cas, on a une perte de revenus et on sait que la précarité, c'est quelque chose qui entraîne une mauvaise santé, donc qui est lié à la mauvaise santé. Donc, et puis un point aussi que j'ai ajouté, c'est quand même cette question de différence d'inégalité sociale de santé entre les ouvriers et les cadres. Il y a une espérance de vie qui est différente, il y a une espérance de vie en bonne santé qui est différente, c'est-à-dire que les ouvriers y vivent moins que les cadres, mais en plus, les années qu'ils gagnent, c'est plutôt des années en mauvaise santé. Et puis sur les pénibilités, c'est également le cas. Et puis donc on sait que il y a des gens pour qui c'est vraiment plus possible de travailler, et nous on est en train de les accompagner. Et puis à contrario, ma collègue, elle a défendu le principe qu'il y a des gens qui ont des conditions de travail qui sont plutôt satisfaisantes, même s'il n'y a pas que les pénibilités physiques et que les risques psychosociaux notamment, il faut les prendre en compte, qu'ils ont un état de santé qui pourrait leur permettre de travailler. Et puis il y en a qui vont du coup vouloir continuer à travailler. Et on sait que par exemple la retraite, ça peut être aussi un point de rupture, et ça on a aussi dans nos patientèles des gens qui, quand ils arrivent à la retraite, sont dans une perte de repères. Et il y a des études, alors il y a beaucoup de facteurs confondants et c'est très compliqué, mais on a l'impression quand même que le passage de départ à la retraite peut générer un certain nombre de pathologies. Pour autant, parfois, il ne faut pas, on peut être malade tout en étant, ça c'est le hasard. Je crois qu'avec votre invité mathématicien, on a un peu parlé de ça, on peut être malade tout en étant riche ou professeur. Parce que, bien sûr, on parle de la prévention, voilà, il y a du hasard. Bien sûr, on ne parle que de... Voilà, on parle de statistiques, mais c'est pour ça qu'on voulait aussi parler de nos patients, il y a les deux. C'est pourquoi, je comprends bien pourquoi vous avez traité ce sujet, mais enfin, on voit bien quand même également, est-ce que ma question est la suivante, est-ce que c'est aussi pour que le médecin ne soit pas finalement utilisé dans ces polémiques ou dans cette situation que l'on a, c'est-à-dire que
on aimerait bien vous faire dire, les médecins, on aimerait bien vous faire dire, ah ben vous voyez, il faut vraiment ne pas augmenter l'âge de la retraite pour des raisons médicales, ou au contraire, certains pourraient vous dire, non, mais écoutez, vieillir au travail, c'est quand même tout à fait passionnant si vous avez en particulier un métier passionnant. Et en fait, alors évidemment, je suis d'accord, on avait des positions caricaturales l'un et l'autre. Mais en fait, en médecine, on utilise ce qu'on appelle evidence-based medicine, où on utilise les données de la science, qui sont différentes là, selon les personnes qu'on a dit. Et puis, notre expérience, et c'est quand même en partie ce que voilà, des patients qui ont envie de continuer, d'autres qui n'ont pas envie, et puis les préférences des patients. Et effectivement, il y a aussi des envies qui peuvent être différentes, des possibilités qui peuvent être différentes, et en tout cas, nous on se dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas individualiser les questions de retraite comme nous on individualise nos soins. Mais encore une fois, hein, moi je suis médecin, je suis pas, pas d'avis politique à donner sur cette question-là, mais un avis médical de dire, bah, moi mes patients, ils vont pas tous se comporter pareil, est-ce qu'on peut pas, ils n'ont pas tous les mêmes capacités, ils n'ont pas tous les mêmes conditions de travail, est-ce qu'on ne peut pas individualiser un petit peu les choses? En tout cas, l'un et l'autre, vous montrez qu'effectivement, il y a une très grande ouverture de la médecine aux sciences sociales, oui, en particulier vraiment. à l'environnement, à la vie de la société. Vraiment écoutez, merci beaucoup. Et puis alors bravo pour ce congrès, puisque vous en avez été le président du comité scientifique. C'est ça. Je crois que ça a été une réussite. C'est vraiment une très grande réussite. Vraiment, la cérémonie de clôture là, et cette dernière journée avec des sessions très intéressantes et une cérémonie de clôture avec un amphi plein. Et ça nous a fait plaisir parce que jusqu'au bout, on avait envie d'être ensemble, d'échanger, de débattre. Et je crois que c'est ce qu'on a pu proposer avec l'ensemble du comité scientifique et le comité d'organisation de ce congrès. Et vraiment, je remercie tout le monde parce que c'est une franche réussite. Et en 2024, ça se tiendra quand? Eh bien, je n'ai pas les dates là, mais c'est à peu près la même période au mois de mars. Ouais, ah, vous me piégez aujourd'hui. 23 au 25. 23 au 25, merci Laetitia. La violence du journaliste. Merci à vous deux et bon retour. Merci à vous aussi. à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir.